On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission très culturelle aujourd'hui. Dans quelques instants, on reçoit un pianiste qui va nous présenter un spectacle à Saint-Jean. Son surnom, c'est le climatologue. Vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, elle est auteure, mais aussi comédienne, et on a le bonheur de la voir dans l'Heure bleue récemment. Et elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu, et elle habite à nouveau la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je parle ici de la comédienne Fanny Rainville. Vous savez que la ville, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu compte des vedettes incroyables sur notre territoire. Non, mais je trouve ça intéressant de mettre en valeur des gens qu'on voit parfois au petit écran sans se douter nécessairement qu'ils sont originaires d'ici et même qu'ils y habitent encore. C'est le cas de la comédienne Fanny Rainville que je vous présente à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Et la vie est drôlement faite parce que, bon, je connais évidemment bien ton père Mario. Oui. Quand j'ai commencé à mes débuts, il était dans la police. Et c'est drôle parce que ce n'est qu'il y a quelques semaines où j'ai fait le lien. Mario, Fanny, c'est sa fille. Eh oui. C'est incroyable, je n'avais pas fait le lien. C'est très, très drôle. Salutations à ton père et à ta Allô, mère papa. qui nous regardent. Explique-nous un peu ton cheminement. Parce que là, évidemment, dans l'histoire récente de la télévision, on te voit beaucoup dans l'Heure bleue, dans ce fameux rôle de Christelle, qui est quand même particulier comme rôle parce que elle a un brin de naïveté, mais en même temps, elle ne s'en laisse pas passer tout le temps non plus. Oui, tout à fait. Mais c'est un beau cadeau de la vie, en fait, là, tu sais, ce personnage-là. Moi, c'est ce que j'ai écrit aussi, puis c'est en allant présenter un projet à Anne Boyer, Michel Dastou chez Duo Productions, que j'ai rencontré Anne et Michel, puis ils m'ont dit, ben tu sais, Fanny, nous, peu importe qui se présente devant nous, on veut lire ce que tu fais. Je fais parfait. Et Anne Boyer m'a prêté un local, en fait, chez Duo Productions, et j'ai commencé à écrire, et ça donne qu'il était en casting sur l'Heure bleue. Fait que bien que j'avais fait l'École nationale de théâtre comme comédienne, c'est en allant présenter un projet d'écriture que j'ai finalement décroché un rôle à la télévision. C'est très drôle, pareil. Oui, oui, vraiment, vraiment. Tu sais, fait qu'à la base, le personnage, c'était vraiment un tout petit personnage, là. Tu sais, je savais qu'il y avait une possibilité qui perdure dans le temps, mais j'avais aucune idée. Puis, bien, c'est ça, c'est vraiment un beau cadeau. Là, on va bientôt tourner la 5e saison. Ouais. Au printemps. Fait que, ouais. Et Christelle, c'est quoi comme personnage? Comment tu l'as décrit, toi? Bien, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui... tu sais, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'au départ, elle était vraiment, tu sais, un peu nerveuse, tu sais, un petit peu de manque de confiance en elle. En même temps, elle prend vraiment son travail très, très à cœur. Puis, c'est un peu, tu sais, nous, souvent, ce qu'on dit, c'est comme le centre du bureau, tu sais. Elle a comme un petit côté potineux, assez potineuse, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Puis ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que, bon, à un moment donné, elle a eu une aventure avec une femme, mais tu sais, c'était pas annoncé à la base. Fait que je trouvais que ça donne un personnage qui a vraiment beaucoup de couleurs puis qui est le fun à jouer. Ouais. Puis là, elle est tannée de se faire remplir par son amie, là. Oui, oui, vraiment, vraiment. Elle est un peu tannée, là. Oui, oui. Ouais, là, Lucie, là, il faut que Lucie, elle se calme. Faut qu'elle se calme un peu. Ouais. Mais explique-moi un peu, parce que tu as quand même fait d'autres apparitions dans les dernières années, dans les pays d'en haut, Rumeur, Trauma, L'Auberge du Chien Noir, Trop également. Parle-nous un peu de ton cheminement en tant que comédienne, ou même si on remonte un peu plus loin. Quand tu as terminé les études secondaires ou collégiales, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancée dans ce métier-là? Beaucoup de naïveté, je pense. Puis, tu sais, de la méconnaissance, moi, je viens pas d'une famille d'artistes. Plus une famille de police. Oui, une famille de police. Ma mère travaillait pour Hydro-Québec. Oui, j'avais affaire à être tranquille. Mais, puis, fait que, tu sais, c'était comme, tu sais, je me souviens en secondaire 3, je me suis dit, tu sais, je vais essayer ça, théâtre, improvisation. Puis, tu sais, tout d'un coup, j'ai comme découvert que j'étais bonne dans quelque chose. Puis, il y a comme une passion qui est née, mais c'était vraiment pas prémédité. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je me disais pas, je vais être comédienne, là. Tu sais, c'était comme impensable. Mais assez vite, tu sais, j'ai eu la piqûre, puis le mélange d'écriture, puis tout ça. Puis quand je suis allée au cégep, j'ai continué à faire du théâtre, puis j'ai passé mes auditions, en fait, pour entrer à l'École nationale de théâtre. Ça a été long, en fait. Ça a pris 3 ans avant que j'entre à l'école. Puis comment ça marche, le processus, en fait, c'est qu'il y a comme 400 personnes qui auditionnent. Ils en prennent 36 pour un stage, puis après ça, ils en prennent 12 qui rentrent à l'école, 6 garçons, 6 filles. Évidemment, il y a plus de filles qui se présentent. Puis moi, j'ai fait le stage 3 fois avant de finalement entrer. Sauf que quand je suis rentrée à l'école de théâtre, j'étais vraiment prête. T'sais. Fait que là, j'ai fait 4 ans à l'École nationale de théâtre. Puis la chance que j'ai eue, moi, c'est peut-être un an et demi après ma sortie, j'ai commencé à gagner ma vie avec ma voix.
Tu sais, je fais beaucoup de doublage, beaucoup de dessins animés, de publicité, de surimpression vocale. La surimpression, c'est toutes les émissions, on entend l'anglais là, en arrière, là, tu sais, bon, fait que c'est ça. Puis je pense sincèrement que si je suis encore ici puis que je fais ce métier-là, c'est vraiment grâce à ma voix, parce que ça m'a permis de gagner ma vie sans avoir à faire comme 1001 autres métiers. Puis après ça, bien, je suis retournée aux études en scénarisation cinématographique pour écrire, parce que l'écriture m'intéressait. Puis depuis, bien, il y a vraiment un mélange qui se fait entre la voix encore, l'écriture, la télévision qui est arrivée avec l'heure bleue. Puis, Parce qu'en fait, comme effectivement projet d'écriture, narration, etc., quelques apparitions aussi dans d'autres téléromans, mais visiblement, ce personnage de Christelle dans l'heure bleue, il est marquant parce que même si on t'a peut-être vu ou entrevu dans d'autres trucs auparavant, on dirait que là, vraiment, tu es plus visible, tu as beaucoup plus de visibilité dans cette série-là. Oui, tout à fait. Puis tu sais, ça fait 2 ans que je suis revenue. Moi, j'ai grandi ici. J'ai habité pendant 15 ans à Montréal, puis on est revenu. On a acheté une maison, moi, mon chum, les enfants. Bien, les enfants n'ont pas acheté la maison, là. Mais on est revenu il y a 2 ans. Puis c'est ça, puis je le vois. Tu sais, je pense que c'est le pouvoir du téléroman. Tu sais, un téléroman, c'est 24 épisodes par année. Fait que les personnages sont là. Je pense que Christelle doit être, j'imagine, attachante. Fait que maintenant, tu sais, dès que je vais dans un lieu public, c'est sûr que je me fais arrêter. C'est clair. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est nouveau dans ma vie, là, et puis, vraiment. comment tu vis avec ça? Bien, super bien. Tu sais, les gens sont sincèrement gentils, en fait. Puis moi, ça me fait réfléchir aussi comme auteur, tu sais, sur le pouvoir de la télévision, en fait, puis comment passer des messages, comment raconter des histoires, puis aller toucher les gens. Puis c'est ça, je trouve ça fantastique. As-tu une préférence entre jouer, écrire ou faire de la narration? Je dirais que ma préférence, c'est de tout faire. Oui, vraiment? Vraiment. Tu sais, c'est ça. Tu sais, mes semaines ne sont jamais pareilles. Puis c'est que je me réalise différemment, tu sais, tout dépendant. Tu sais, c'est sûr que l'écriture, ce que ça apporte, c'est j'ai pas à attendre que le téléphone sonne. C'est que moi, je suis chez nous, puis je décide, j'ai envie de raconter cette histoire-là, de cette façon-là, de parler de ce sujet-là. Tandis qu'à la télévision, il faut attendre un appel. Mais j'adore la télé, j'aime ça tourner, j'adore tourner. Puis en voix, la différence, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Tu sais, nous, on ne reçoit pas nos textes d'avance. On arrive en studio, on voit qu'est-ce qu'il y a à faire, puis on le fait. Ce qui fait que c'est un bon mix aussi avec l'écriture. Tu sais, quand je suis en écriture, là, mon chum, là, tout le monde est ça autour de moi parce que ça n'arrête pas de mijoter. Tu sais, tandis que là, en voix, j'arrive, je fais ce que j'ai à faire, c'est le fun, je m'amuse. Puis quand je repars, j'y pense plus. C'est vraiment... Le doublage, ça, c'est le moment présent. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de revenir habiter ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est drôle, hein? C'est vraiment un moment assez marquant. C'est comme une espèce de gros retour aux racines, aux sources pour moi. Je pense que c'est le fait de me rapprocher de ma famille. Moi, je suis assez proche de ma famille, de ma sœur aussi. Le prix des loyers aussi, il faut pas... À Montréal, là, c'est quelque chose... Acheter ce qu'on voulait, ça allait coûter une fortune. Au début, c'est un peu ce qui a motivé de me rapprocher d'ici, mais après ça, je pense que la vie ne m'a pas amenée ici pour rien. Là, il y a comme même dans mon écriture, ce retour-là, j'ai envie de redonner à la communauté. Je me rends compte que la place des arts, des fois, en région, est un peu moindre. Puis, je me dis, OK, il y a peut-être un rôle que je peux jouer par rapport à ça. Puis là, d'ailleurs, j'ai parti une chorale à l'école de ma fille. Oh oui, oui, vraiment. Oui, mais justement, c'était ce désir-là, de faire comme... Je me souviens, moi, quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'activités sportives. Bon, je n'étais pas super bonne. Puis, fait que là, je me suis dit, comment, qu'est-ce que je peux faire pour les enfants, pour la communauté? Puis, c'est ce que j'ai trouvé. Là, fait qu'on vient de partir le projet. Bon. Là, j'en parle parce que vous l'avez mis sur les médias sociaux, mais vous avez eu un petit avarie avec la maison l'été dernier. La maison passe au feu. Oui, perte totale. Puis pas juste la vôtre, celle du voisin aussi, de ce que je comprends. Donc, tu ne regrettes pas d'être revenu à Saint-Jean? Non, mais cela dit, c'est drôle parce que je me dis, si cet événement-là... Parce que nous, moi, j'habite dans le quartier des Préverts. Puis c'est magnifique ce qui s'est passé. Là. Il y a vraiment eu une mobilisation citoyenne. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi en sorte que j'ai envie de m'impliquer dans ma communauté. Puis ce que moi et mon chum, on se disait, c'est que si ça s'était passé à Saint-Jean,
fort probablement qu'on n'aurait pas eu le même soutien, tu sais. Oui, ça avait été ailleurs, là. C'est ça, par exemple, nous, parce qu'on a habité longtemps à Montréal, là, tu sais, fait que... Mais l'épisode que vous avez vécu à Saint-Jean a fait en sorte que le quartier s'est mobilisé pour vous aider là-dedans. Oui, tout à fait. Parce qu'une famille qui se retrouve à la rue parce que la maison brûle au complet, c'est une perte totale, là. Oui. C'est quand même pas rien, là. Il faut se replacer. Tu as une jeune fille de 7 ans. Puis un beau-fils de 12 ans. Donc là, vous êtes 4 à se replacer le temps que ça se règle avec les assurances et tout ça. Oui. Puis, tu sais, ça a été des moments forts en émotion. Il y a la perte, là, sur le coup, là, tu sais, qui est un gros deuil, puis une incompréhension, tu sais, de dire... Moi, je regardais ma maison brûlée, je me disais, il me semble que je serais plus du genre d'être la voisine qui fait « Ah, c'est pas moi. » Tu sais, mais non, c'était moi, tu sais, puis j'ai beaucoup pleuré après, mais de reconnaissance, puis j'étais touchée par la générosité des gens, tu sais. Je me souviens... Quand, tu sais, il y a eu beaucoup de poches de linge qui sont arrivées pour ma fille, tu sais, j'étais comme « Ah, mon Dieu, tu sais, j'ai ma cocotte, c'est tes amis qui donnent ce linge-là. » As-tu un regard différent sur l'importance des biens dans la vie maintenant? Quand on voit ces biens brûlés puis qu'il faut les remplacer, là? Oui, bien en fait, je me rends compte que je suis beaucoup moins matérialiste que je pensais. Ah oui? Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, quand on pense à un feu, on se dit toujours « Ah, tu sais, ce que je pourrais perdre. » Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile de perdre, c'est mon temps. Parce que, tu sais, là, il y a des souvenirs. Tu sais, les souvenirs sont irrécupérables. Ça, c'est déchirant. Mais, tu sais, moi, mon temps, quand je travaille pas, je l'occupe à me créer de l'emploi. Tu es en train de dire que gérer un sinistre, ça demande du temps? C'est épouvantable le temps que ça prend, vraiment. C'est ça, de toute cette gestion-là. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus... Mais là, ça s'en va vers le mieux, là, c'est ça? Oui, là. Vous aurez finalement une maison neuve. Oui. Là, on a des murs. Je commence à avoir de la céramique, c'est pas pire. OK. Là, il faut gérer la déco. Oui, là, merci ma sœur. C'est ça, j'ai pas mal d'aide parce que c'est pas ma force. Oui. Et là, côté professionnel, je comprends qu'il y a une nouvelle saison pour l'heure bleue, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi, outre l'heure bleue, là, dans les prochaines semaines et les prochains mois? En fait, j'ai beaucoup écrit, là. Fait que là, j'ai 2 projets qui sont en développement, un avec un diffuseur, 2 projets avec Duo-Production comme producteur, un projet en attente d'un producteur, mais ça va bien. Et j'ai aussi écrit un court-métrage qui s'appelle « À travers les murs », puis qui entame sa course dans les festivals. C'est un court-métrage qui parle d'autisme, en fait, de différence. La différence, c'est vraiment un thème qui m'anime. Et il y a des belles nouvelles qui s'en viennent. Tu as 38 ans aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression d'être sur ton X? Oui, vraiment, plus que jamais. Puis je pense que c'est ça, tu sais, tantôt vous m'avez demandé si j'avais à choisir, qu'est-ce que je choisirais. Puis je pense que c'est vraiment ce qui me définit comme artiste, c'est de faire un peu de tout. Puis je m'accomplis vraiment beaucoup là-dedans, en fait. Fanny Rainville, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Et là, maintenant, quand les gens vont voir, évidemment, Fanny dans son personnage de Christelle dans l'heure bleue, ils vont dire « Ah! C'est une fille de Saint-Jean! » Ben oui! Bon, on va peut-être la croiser à quelque part sur la rue, dans la ville. Oui, fort probablement. Fort probablement. Merci beaucoup, puis merci. Bonne chance pour la suite. Oui, merci beaucoup. Pour la maison aussi. Oui. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle qui va être présenté à l'Espace Piano Blanc vendredi le 21 février à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, en fin de semaine, il y a du drag de motoneige à l'Acadie? Oui, c'est Marc-André Fortin qui vient nous en parler, le promoteur. Et en deuxième partie, on parle du Napierville Drago et de record de course avec Carl Brunet. Ça sent l'essence ici, les gars aiment ça. Ouais. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Rendez-vous vendredi 21 février, 20h à l'Espace Piano Blanc, ici même sur la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Ça existe déjà depuis quelques temps. On a reçu à cet effet Valérie Lahaye à quelques occasions, qui en est un peu comme la fondatrice, celle qui s'en occupe. Et elle nous amène parfois, ou elle nous suggère parfois en entrevue, quelques-uns de ses protégés qu'elle nous présente à l'Espace Piano Blanc. Et c'est le cas de Mathieu Bourret qui va nous présenter ce spectacle le 21 février. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut. Dois-je dire pianiste ou climatologue ou les deux? Les deux. En fait, non, pianiste avant tout. Pianiste? Je dirais pianiste, compositeur, improvisateur. Le climatologue, c'est... Je pourrais en parler plus longuement. Oui? Je peux en parler maintenant, en fait. C'est venu d'un surnom de ma copine qui s'amusait à dire, dans des situations où le climat change, par exemple, son enfant qui fait une crise, me disait que j'avais une facilité à m'adapter à tous les climats des humains. Et pour le fun comme ça, elle a commencé à m'appeler le climatologue. Okay. Et après ça, c'est devenu le surnom, le running gag aussi. Et en bout de ligne, ben, j'ai réalisé que dans ma musique, c'est un peu ce que je fais aussi. Jouer avec la météo interne des humains, la mienne aussi. Mettre en musique des émotions simples et complexes. Donc, c'est ce que j'aime faire avec la musique. C'est ce que je trouve impressionnant avec le pouvoir de la musique. Donc, mettre en musique la météo interne des gens. Donc, sans le savoir, ta copine, finalement, t'a mis sur une piste... Mais je pense qu'elle le savait. Je pense qu'elle a voulu me donner un morceau de robot là, pour me dire « OK, va là, comprends mon message, puis vas-y. » Est-ce que tu t'es dit « Bon, là, ma blonde m'appelle le climatologue. Qu'est-ce que je dois en déduire? » Ouais. Que ma météo interne était peut-être déréglée un peu, mais bon, j'ai pris le dessus. Et voilà. Donc, c'est devenu le nom du projet qui va commencer officiellement. Bon, c'est un projet, c'est un album aussi. Ouais. En quoi ça se répercute dans les spectacles que tu présentes, dont celui que tu vas présenter ici à Saint-Jean? Dans le fond, c'est un spectacle, comme tu as dit, et un album qui va porter le même nom. L'album va sortir en octobre prochain, donc le lancement va être en octobre prochain. Et d'ici là, je vais faire le rodage du spectacle dans le but d'arriver à un album et un spectacle très, très, très solide. Valérie me donne la chance de faire ce premier spectacle-là à l'Espace Piano Blanc, qui est un endroit tout simplement magnifique. C'est parfait pour ce genre d'ambiance-là. Et moi, ça va me permettre d'essayer des choses aussi le soir même, parce que je crois beaucoup à l'art vivant. Je crois beaucoup aux choses qui ne sont pas prévues. Évidemment, c'est un spectacle, donc il y a des choses qui sont prévues. C'est pas que de l'improvisation, il y a des vraies chansons, des vraies pièces. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'espèce de spontanéité ou de naïveté qui peut arriver en plein milieu d'un spectacle. Donc, la répercussion, pour revenir à la question, la répercussion que ça peut avoir sur le spectacle et sur l'album, c'est l'espèce de vivant, de truc qui va changer en cours de temps, qui est muable en réalité. Bon, dans ce spectacle, tu présentes quoi comme musique? Tes compositions? C'est 100% mes compositions. C'est que du piano. Je suis chanteur aussi. Tantôt, on avait quelqu'un qui parlait de chorale. Je dirige des chœurs aussi. J'ai 7 chœurs. Je dirige 7 chœurs et un chœur d'enfant. Donc, je suis habitué de chanter. Mais c'est essentiellement un spectacle de piano. Donc, c'est vraiment un spectacle instrumental qui va allier composition originale et improvisation aussi. Donc, je me laisse un espace pour créer le soir même du spectacle et même avec les gens. On pourra en parler après, mais ça, il y a un volet aussi. C'est parfois difficile de décrire un style, mais de quel style de pianiste es-tu? Qu'est-ce que tu te présentes? Ta musique, elle ressemble à quoi? Elle se définit comment? Ouais, à la base, moi, je suis un pianiste classique. J'ai étudié le classique à l'Université de Montréal. Donc, je suis allé chercher, ma grand-mère, elle disait, je suis allé chercher mes classes. Je suis allé chercher la technique, mais j'ai toujours énormément improvisé en m'inspirant des éléments de la nature, par exemple, ou en m'inspirant des comportements humains. J'adore analyser, de là le climatologue. J'adore analyser les comportements. Donc, si j'avais un piano ici, je m'amuserais probablement à jouer en m'imaginant l'état que vous êtes en ce moment. Je m'amuse énormément à faire ça. Je trouve que c'est puissant. Le piano est très sensible, donc ce qu'on lui donne comme information, il la reçoit. C'est aussi un miroir. Donc, c'est hyper puissant. Mais dans le style, je dirais que c'est cinématographique, c'est musique de film. C'est comme un peintre qui a une toile blanche devant lui avec un pinceau puis qui s'inspire de ce qui lui passe par la tête. C'est exactement ça. C'est comme l'écriture automatique. Tu t'installes en arrière du clavier puis ça vient tout seul. Tout simplement.
Donc, plus souvent des pages blanches que des résultats. Mais quand les résultats sont là, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu dois rapidement les écrire en quelque part ou est-ce que tu te rappelles, tu mémorises systématiquement ce que tu composes au fur et à mesure? Non, généralement, je finis par l'écrire pour que ça soit une carte postale et que ça soit gravé dans le marbre. Mais je me laisse toujours, même dans les compositions, je me laisse tout le temps une place à l'improvisation. Donc, il y a une forme, il y a une structure, mais après ça, quand le squelette est là, je m'amuse autour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il n'y a pas un spectacle qui va être le même. Donc, si quelqu'un vient me voir à l'Espace Piano Blanc, peut revenir me voir après, ça ne sera pas le même spectacle. Impossible. Tu as commencé à jouer du piano à quel âge? J'avais 4 ans. Ça fait un petit bout. Ouais. J'avais 4 ans. Ma mère m'a acheté mon premier piano à moi, là, à 8 ans. Mais entre-temps, c'est sûr que j'allais beaucoup jouer au piano. En fait, j'ai passé plus de temps sur un piano que d'autres choses, en fait. Qu'est-ce qui fait que la passion a perduré avec le temps? Parce que parfois, nos parents nous inscrivent à des cours de toutes sortes de trucs quand on est jeune. Ouais. Parfois, on aime ça un peu. On en fait quelques années, puis il arrive qu'à l'adolescence, on laisse tomber, puis on a une autre passion. Qu'est-ce qui fait dans ton cas que ça a perduré dans le temps? L'improvisation. C'est vraiment l'improvisation. Aussitôt que j'avais de la colère, aussitôt que j'avais de la peine, aussitôt que j'étais heureux, plutôt que de le manifester d'une façon quelconque physiquement moi-même, j'allais au piano. Et ça sortait. J'avais l'impression que le piano me donnait le véhicule d'expression que j'avais besoin, même à 5 ans. Là. Et encore aujourd'hui, si j'ai le choix entre aller chez le psy ou jouer du piano, le piano est beaucoup plus salvateur que toute autre chose. Là. Mais même quand tu étais jeune ou encore adolescent, est-ce que tu passais plusieurs heures par semaine? Est-ce que tu t'imposais une discipline? Est-ce que tu poursuivais des cours également durant ces périodes-là? Ça me fait rire parce qu'il y a des adolescents aujourd'hui qui vont se cacher dans leur chambre pour jouer sur leur tablette ou sur leur cellulaire. Moi, c'était un peu le même principe, mais avec le piano, parce que j'avais un piano électrique, donc des écouteurs. Et souvent, j'ai passé des longues nuits à jouer, sans aucun but, sans performance, sans avoir le but de m'améliorer, juste pour me vider le sac, tout simplement. Et c'est devenu fusionnel assez rapidement, là. Je ne pouvais plus m'en passer. Est-ce qu'il y a des périodes où tu as cessé les cours ou tu as continué d'en avoir? J'ai cessé pendant 2 ans pour des raisons familiales. J'avais juste envie de m'occuper de l'école aussi parce que c'est devenu envahissant, forcément. Parce qu'un adolescent, ça vit beaucoup de choses, ça vit beaucoup d'émotions. Il y a des événements difficiles qui arrivent et le piano était tout le temps là pour m'aider. Mais à un moment donné, ça devient obsessif. Et après ça, c'est revenu normal. J'ai recommencé les cours et après, j'ai étudié en musique. J'ai arrêté après le bac pour faire autre chose. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Octopus pendant 9 ans, où on a fait des tournées canadiennes, européennes. J'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que là, j'ai envie de partir mon propre projet, là. Mon projet solo. Là, la musique occupe ton temps à temps plein? Tout le temps. Tout le temps, là? Oui. Parce que là, c'est de la composition, c'est des spectacles. Tu dis que tu diriges aussi des ensembles vocaux ou chorales. Ouais. Est-ce que tu donnes des cours aussi? Oui. Bon, c'est ça. Donc, un peu moins maintenant, là, parce que j'essaie de me consacrer plus à mon projet. J'ai quelques élèves. J'ai gardé des élèves que j'aime beaucoup. Mais oui, ça occupe essentiellement toute ma vie avec ma copine. En ce moment, on travaille fort sur ce projet-là dans le but de créer un spectacle exportable et que je peux apporter un peu partout, là. Comment vois-tu la place de la musique instrumentale en général dans notre société? Parce que on vit aujourd'hui, les émissions de radio ou de télé, évidemment, on est plus dans un format plus populaire. Où est la place de la musique instrumentale aujourd'hui? Partout. Partout. Par contre, un peu dans l'ombre. C'est souvent de la musique qui va accompagner des scènes de films. Mais je vous mets au défi d'écouter un film sans musique. Ça peut donner un peu... ça n'a pas la même portée. La musique instrumentale est partout, vraiment partout, que ce soit pour s'endormir, que ce soit pour faire la cuisine, que ce soit pour accompagner la route quand on s'en va en voyage. C'est vraiment partout. Mais il y a des gens comme Alexandra Streliski ou Jean-Michel Blais qui ont fait émerger énormément ce style-là. Bien que je m'en inspire pas forcément, je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on en entend plus parler, là. Donc, je pense qu'elle n'a pas assez de place. Il pourrait en avoir plus. Ah, mais vraiment. Il y a certains pays dans le monde où la musique instrumentale prend beaucoup plus d'espace, là.
Absolument, absolument. Pas malheureusement, mais au Québec, on est beaucoup dans le texte. Oui. C'est bien, c'est important. Par contre, moi, ce que j'aime de la musique instrumentale, c'est que ça suggère pas grand-chose. Oui. Ça suggère seulement l'émotion qu'on reçoit, rien d'autre. Des textes, Oui. ça peut donner une direction, mais la musique, c'est totalement universel. Bien, c'est ça l'autre affaire, je m'en allais là-dessus, parce que ça nous permet d'aller n'importe où dans le monde avec cette musique-là. Absolument. Absolument. Oui, puis en plus, dans la musique que je fais, il y a des influences. Comme je disais tantôt, j'ai fait partie d'un groupe pendant 9 ans, un groupe où on faisait de la musique de l'Europe de l'Est. Donc, c'est un style très particulier qui vient de la Pologne, qui vient justement de l'Europe de l'Est. Et moi, dans ma musique, bien, pour avoir participé longtemps, on l'entend, les influences. C'est un paquet d'influences. Bon, si Mathieu Bourret est capable de lire dans le climat et la météo des autres, est-ce que le pianiste est également sensible au climat en général? As-tu des opinions environnementales ou on est plus dans la sphère de l'au-delà sur le climat? Super bonne question. Oui, et effectivement, je suis un peu environnementaliste. J'ai des grosses convictions à ce niveau-là, mais c'est pas vraiment ça le lien par rapport aux climatologues. C'est vraiment plus humain. C'est plus humain. Je sais que le mot climat... C'est plus humain qu'environnemental, si on veut, dans oui, le oui, sens oui, absolument. Au premier degré. J'avais fait pour le plaisir un sondage où les gens pensaient que j'avais été étudié en climat, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment le climat interne de ce qu'on peut ressentir. Donc, ça se représente vraiment bien en musique. Alors, Mathieu Bourret, pianiste climatologue, au sens humain de la chose. Spectacle présenté à l'Espace Piano Blanc à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, le vendredi 21 février à 20h. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jusqu'au 10 mai, allez faire un tour au musée du Haut-Richelieu. Il y a une nouvelle exposition temporaire, c'est Histoire d'entreprise. Il y a des entreprises comme l'Atelier Bédard, Le Sieur, Chaussures Pierre-Roy là, qui sont mises en valeur, donc ça vaut la peine d'aller faire un tour. Entre-temps, pour des commentaires, des suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.